Alors on peut retrouver des formules équivalentes dans différentes langues. Je pense vraiment ce qu'on a dit, la différence par exemple entre Gegen et Zu. Pour autre chose, enfin pour Gegen pour la réciprocité et Zu, bon, j'anticipe sur plus tard pour la mutualité. J'arrive à la troisième formule, le don solidaire, le don de solidarité, pour ceux qui sont dans le besoin. Et là, il ne sert à rien d'offrir des roses à celui qui meurt de faim, ou une bague en or à quelqu'un qui est homeless, encore qu'il puisse la vendre, et faire quelque chose avec de ce point de vue-là, mais les biens sont utiles. Ici, il s'agit de survie, il s'agit de besoin, mais qui s'exprime aussi par le don. Ce n'est pas le don gracieux, ce n'est pas le don réciproque cérémoniel. Si on accepte ces trois modèles, ces trois catégories, ces trois régimes de fonctionnement du don, je crois qu'il y a certaines difficultés qui se lèvent. Je me rappelle que dans le commentaire que Bruno Carsanti, qui ne pas viendra, je crois, le déploie des trésors d'intelligence et de subtilité pour rendre compte du fait que le don, dont parle Mauss, c'est à la fois gracieux, enfin, généreux, inconditionnel, et en même temps réciproque. Je pense que c'est vraiment, vouloir marier la carpe et le lapin, essayer de dialectiquement unifier un dossier. Alors, que faire? Je bois un verre d'eau. Ayant fait cette mise en place, je voudrais aborder la question du dépassement de la réciprocité. Jacques Godbout, l'autre jour, m'avait signalé, comme je ne sais plus quelle était la formule, mais je dirais le chantre de la réciprocité, mais ce n'était pas votre formule. Mais en tout cas, celui qui la célèbre, je pense que, de ce point de vue-là, j'ai un peu changé. Donc, l'avantage du dialogue et tous ces débats, c'est qu'on est amené à voir autre chose. Mais sans quitter ce modèle que j'ai proposé. Si l'on admet la spécificité de cette sphère du don, il n'y a plus à tenter donc un impossible compromis entre gratuité et réciprocité. Nous avons affaire à deux ordres distincts de justification, de régime. C'est pour ça que je me réclamais de Walzer, Michael Walzer. Donc c'est pascalien aussi, ce sont les ordres. Le don cérémoniel traditionnel doit être réciproque. Le don gracieux ne doit pas l'être. Le don solidaire peut être l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a des croisements, des overlappings entre ces formes. Il y a des zones de contact. Il peut y avoir de la gratuité dans le don cérémoniel, ou un élément en tout cas qui est commun aux trois régimes. Un élément commun, c'est la générosité. J'avais à un moment donné proposé 8 critères pour définir le don cérémoniel. Je peux vous les rappeler là si je les retrouve. Les biens échangés sont précieux, et ça c'est pas vrai du don solidaire. Les procédures sont strictes et convenues. Le niveau de communication est public. Les effets attendus sont des liens plus forts et du prestige. Ce n'est pas vrai, par exemple, du don solidaire. Le type de choix doit être obligatoire. Le mode de relation, ici, est cérémoniel, donc ça oblige à une réflexion sur ce qu'est le rite. L'attitude d'échange, c'est la rivalité généreuse. Et le contenu du geste, c'est le don de soi. C'est le soi que l'on donne dans la chose donnée. Et c'est ça, donc dans le don cérémoniel, c'est capital, ce qui est capital, dans cette reconnaissance. L'objet offert n'est peut-être pas un don au sens, en tout cas, de la gratuité ou de la solidarité, c'est ce symbole qui devient gage et substitut de soi dans la procédure de reconnaissance. Procédure qui peut-être n'existe pas dans le monde animal. Qu'il y ait de l'échange, et peut-être même du don, il y a même un chercheur qui écrit The Gift of the Ape, pas de l'âge, of the Ape. C'est un chercheur de UCLA, Stanford plutôt. Et donc, si on prend tous ces critères du don cérémoniel, il n'y en a que deux de commun avec soit le don gracieux ou le don solidaire. Alors, voilà la catégorisation que je vous propose.
Alors c'est sans doute parce qu'il fait face à cette contradiction insoluble de réciprocité-gratuité que Mauss en appelle à la force du discours, le discours indigène, confère à la chose donnée. C'est la fameuse histoire du how, prononcée comme les Anglais, peut-être les Maoris, j'espère, suffisamment connue pour qu'il ne soit pas utile ici de la rappeler. Alors je ne vais pas discuter du problème soulevé par Lévi-Strauss, disant, bon, le mot s'est contenté de l'interprétation indigène, parce que tout le problème intéressant n'est même pas là, et il y a quelque chose que Lévi-Strauss n'a pas vu, et c'est surprenant. Tout le discours du vieux sage maori Ranapiri, c'est de dire ce n'est pas de dire qu'à cause du haut, on peut être sanctionné pour n'avoir pas rendu. Il dit quelque chose que Mauss ne voit pas non plus, qui est, il y a un tiers. Là-dessus, il y a un article de Casajus sur la troisième personne, le mystère de la troisième personne. Et en effet, on est ici exactement dans ce que Lévi-Strauss appelle, dans le domaine de l'exogamie, l'échange généralisé. A donne à B, qui donne à C, qui, on peut continuer, qui donne à B, etc. Et cela doit revenir, doit reboucler sur le donateur initial. Cet échange généralisé dans les rapports exogamiques, Lévi-Strauss ne le voit pas dans le texte de Ranapiri, pas plus que Mauss. C'est étonnant. Alors qu'il en est le brillant théoricien. Dans la deuxième partie donc, des structures élémentaires de la parenté, il l'a défini ainsi, l'échange généralisé forme un système d'opération à terme. A cède une fille ou une sœur à B, qui la cède à C, qui à son tour en cède une à A. Donc il y a retour par le tiers. On comprend ici que le groupe donateur et le groupe receveur ne sont pas en rapport direct de réciprocité. Cet échange différé, plus que la réciprocité simple, A donne une sœur à B, B donne une sœur à C, trop immédiatement rassurante, ce qu'a bien compris Salins. Cet échange différé implique un pari sur le temps, donc appelle la confiance. Lévi-Strauss est explicite là-dessus. Donc cette confiance, c'est que tout le groupe, c'est le problème aussi que m'a fait évoquer l'exposé de Norbert Adler, tout le groupe devient l'ensemble auquel on se réfère dans cet échange-là. On doit faire confiance à tous pour que la réciprocité ait lieu. Donc dans un avenir raisonnable. Mais c'est ici la dimension du temps qui est capitale. Cette question de la confiance à terme est inséparable, nous dit encore Lévi-Strauss, d'un problème sociologique plus large lié à la taille du groupe. Je cite, l'échange généralisé permet de faire vivre le groupe de la façon la plus riche, la plus complexe, compatible avec son volume, sa structure et sa densité. Voilà un bel énoncé de sociologie. Cet échange permet... Il me reste combien de temps? Je suis au quart d'heure. Wow. C'est bon, hein. Je ne sais pas le dire. J'avais dit 17 minutes et demie. Bon, je ne suis pas encore vraiment en bourse, donc je passe là sur les défauts possibles de l'échange généralisé, c'est-à-dire que cette confiance au groupe, quand elle baisse, on peut avoir la tentation de multiplier les alliés, on a la polygamie, ou l'autre solution, c'est de générer des rapports de type féodaux, et je ne vais pas développer ça. Revenons à Mauss. Il est surprenant que dans ses remarques sur le How, tel qu'il est commenté par Lévi-Strauss, non, c'est Lévi-Strauss, il est surprenant que Lévi-Strauss, dans la description faite par Mauss, donc ne voit pas cette question du tiers, cette présence du tiers, ce mouvement, mais il voit bien par contre, dans l'exogamie, l'échange à terme, le rôle du temps. Et on se demande si Bourdieu a lu la deuxième partie des structures élémentaires de parenté, qui est entièrement sur l'échange généralisé, et donc l'échange à terme, le rôle du temps. Ce que Bourdieu dit dans l'action du temps, dans le sens pratique, démontre une ignorance surprenante de la deuxième partie des structures élémentaires de la parenté.